ingénieur du con. Voilà, ça commence bien. Je m'appelle Léo, j'ai 48 ans et je suis ingénieur du son. Comme mon âge date d'une autre époque, à savoir une époque où la formation d'ingénieur du son n'existait pas vraiment. Donc, grosso modo, j'ai commencé à travailler très tôt, en fait, et à travailler et à prendre de l'expérience en travaillant. C'est-à-dire que j'ai commencé tout en bas, à savoir, j'ai commencé par faire de la scène et de la musique. Donc, tout en bas, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire monter la scène. Puis après ça voulait dire câbler, puis après ça voulait dire poser les micros, puis un petit moment après ça voulait dire mettre les micros au bon endroit, puis les câbler sur la console, et puis après j'ai fait les consoles de retour, et puis après la console de façade. Voilà pour ma formation grosso modo. Puis après donc après la scène, j'ai voulu faire du studio en fait à Paris, parce que la scène est très exigeante en termes de déplacement. On est toujours sur scène, on est toujours à droite, on est toujours à gauche. Donc je voulais me fixer, donc je suis venu sur Paris pour faire du studio. J'ai pas trouvé de boulot en studio, donc j'ai fait en fait des accessites, à savoir j'ai travaillé en radio, et de là en fait de la radio, j'ai commencé à faire du son, ce qu'on appelle post-production, chose qui m'a plutôt plu, et donc j'ai continué. Donc j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, j'ai fait de la production, enfin travaillé dans des boîtes de production, de la pub, voilà, pour être résident, pour ne plus partir sur scène. Ingénieur du son, c'est quoi? C'est donc l'interface technique entre des sources sonores, qu'elles soient inertes ou pas, et des gens qui ont besoin d'enregistrer, de capter ces sources sonores. L'exemple le plus simple pour étayer mes propos et les rendre un peu plus compréhensibles, c'est donc, on va prendre la musique. Un groupe monte sur scène, et quand il joue devant 20 personnes, il peut jouer avec ses propres amplis, ça marche très très bien. Quand il joue devant 2000 personnes, ça commence à être un peu plus compliqué. Quand il joue devant 40 000, c'est juste infaisable, puisque à partir du 3e rang, plus personne n'écoutera rien. Donc, on fait venir une personne comme moi, donc un ingénieur du son, qui va faire en sorte donc de capter les signaux sonores de chacun, la batterie, la basse, la guitare, le chanteur, les faire rentrer dans plein de petites machines pour pouvoir les diffuser sur des enceintes, avec donc quelques problématiques techniques. La première qui est donc de respecter des normes, l'autre qui est de faire en sorte que ce soit audible, que ce soit pas une espèce de bouillie infâme, parce qu'autrement les gens dans la salle vont dire ah c'est nul et ils vont s'en aller. Et la troisième, en fait, respecter les desiderata et être en phase avec les volontés donc de chacun. Ça peut être donc des musiciens qui sont sur scène, ou d'un directeur artistique, d'un producteur qui est à côté de la console. Donc l'idée, c'est ça, c'est de faire cette interface technique entre la source sonore et la personne qui va l'écouter. La drogue, j'ai le droit de le dire, ou on n'a pas le droit? Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu aimes le moins? Non. Ce que j'aime le plus, ce que j'aime le plus, c'est à chaque fois des rencontres, en fait, parce que qu'on fasse de la musique, du cinéma, de la télé, en fait, on va enregistrer des gens, on va enregistrer des choses, mais avec des gens, on va travailler pour des gens, que ce soit des réalisateurs, des musiciens, et à chaque fois, c'est une aventure qui est intéressante. Parce que c'est riche en rencontres, c'est riche en relations humaines, et qui plus est, je trouve, c'est très gratifiant, parce qu'on est utile à quelqu'un. Voilà, on amène une compétence, on amène une qualité, en fait, qui fait que la personne pour laquelle on travaille, tout à coup, en fait, se sent à l'aise. Voilà, donc c'est gratifiant. Voilà ce qui, je pense, m'intéresse le plus. Au-delà, en fait, du côté technique, qui aussi est très intéressant, dans le sens où c'est un métier qui change très, très régulièrement. Donc, on est toujours
en train d'apprendre, toujours en apprentissage. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment, voilà, que moi je trouve intéressant en tout cas. L'incompétence, mais bon, c'est quelque chose qui est générique pour moi dans la vie. Et ce qui est compliqué, c'est quand tu es avec un musicien qui t'apprend à mixer. C'est un musicien qui t'apprend à mettre un micro devant son ampli. Voilà, il y a des moments, en fait, tu as juste envie de dire, chouchou, apprends déjà à jouer de la guitare, joue de la guitare correctement, et puis moi je m'occuperai du micro, t'inquiète. Lâche. Oui, surtout si on veut aller dans la musique, si on veut faire de la scène, enregistrer du groupe, mixer du groupe, c'est toujours mieux. Pour deux raisons. Un, je me vois pas aller en fait aller habiter en Angleterre sans parler en anglais. Donc, pourquoi aller sur la planète musique sans connaître le solfège, en fait? C'est juste un langage. Donc, ça permet juste de parler plus facilement, d'arriver plus facilement à ses fins, d'avoir un langage cohérent. Voilà, ça, c'est la première chose. L'autre chose, à mon sens, c'est toujours bien, en fait, de savoir ce que ressent l'autre à sa place. Parce que nous, ingénieurs du son, on va être dans un studio, on va être côté console, mais c'est bien de savoir ce que ressent la personne de l'autre côté dans sa bulle, en fait. Voilà, quand vous avez un batteur et que pour une raison X ou Y, une balance de batterie, donc les réglages pour placer les micros, les régler pour que la batterie sonne correctement, dure longtemps, en fait, c'est important d'avoir été à sa place, de savoir ce qu'il ressent. Se mettre à la place des gens, voilà, pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc oui, quand on a été batteur et qu'on a déjà fait une balance, on sait à quel point c'est pénible de faire toujours poum, 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 pendant des minutes. Mais bon, voilà, peut-être que l'ingé son en a besoin. Inversement, en fait, de temps en temps, quand le batteur en a un petit peu marre et qu'il tape ailleurs, le fait d'avoir été à sa place, ça fait aussi du bien, histoire de lui dire, bon, le pauvre, ça fait 10 minutes que je le saoule. Je comprends qu'il ait envie aussi de taper ailleurs que juste sa grosse caisse. Donc voilà. Voire même en ce qui me concerne, venant en fait d'une période où les écoles n'existaient pas vraiment et la formation était plus une formation sur le tas, par l'expérience, moi je trouve important de savoir ce qui se passe avant et après et aux autres postes qui nous concernent. Moi, avant de devenir ingénieur du son, en fait, j'ai commencé par être stagiaire, puis assistant, puis deuxième assistant, premier assistant, et puis je faisais les consoles de retour, ce qui n'était pas très important. Puis après, une fois que j'ai été suffisamment formé, j'ai fait la façade. En studio, c'est la même chose. On commence par faire le câblage, amener les cafés, préparer les séances, préparer la console, préparer les patchs, et puis après avoir entendu et acquis une certaine expérience, on peut se permettre d'être à la console et de gérer une séance avec du monde, avec une pression économique, avec une pression artistique. Donc pour moi, ça vaut en fait pour tout en fait, et ça rejoint ce processus. C'est important de savoir ce que ressent la personne, un comédien quand il est en cabine, un musicien quand il est en cabine, parce que ça permet de se mettre à sa place et ça permet d'éviter certains écueils. Voilà, comme en post-production, donc quand on fait du cinéma ou de la télé par exemple, pester parce qu'un monteur a fait des montages et que les montages dans la musique sont pas forcément très cohérents, donc c'est à nous à récupérer, et des fois c'est compliqué de récupérer les choses. D'être passé une petite journée ou deux au montage, voir quelles sont ses problématiques par rapport à un réal, un client qui a peut-être pas forcément le temps, l'envie, la connaissance. Voilà, ça permet de relativiser, et puis quand on reçoit ces éléments, en fait, plutôt que de pester et de dire il est mauvais ce monteur, on compatit un peu en se disant ouais, le pauvre, il a dû galérer en fait pour me redonner des éléments comme ça. Donc voilà, c'est toujours bien de se placer dans une chaîne de travail, dans un workflow, aussi pour pouvoir rendre. Je suis freelance moi par exemple, donc quand je travaille sur une session, le fait de travailler de manière propre,
nommer les pistes, nommer les cuts, faire des marqueurs, de manière à ce que le copain qui va reprendre la chose le lendemain ou une semaine après ou 2 mois après ait une vue. Voilà. Donc tout ça, c'est important de se mettre à la place des gens, donc d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière la batterie, derrière la guitare, dans le casque. Voilà, c'est très important. Alors voilà, je vous montre le logiciel sur lequel je travaille. Voilà, c'est un logiciel qui s'appelle Pro Tools. Voilà, c'est voilà, le logiciel qui nous permet d'enregistrer. Là, je vous montre donc la timeline. Voilà. Donc ça, c'est un petit documentaire d'une 20aine de minutes en fait que j'ai mixé sur une personne qui partait, voilà, dans des contrées lointaines. Voilà, ces contrées lointaines parce qu'on travaille en synchro, donc à l'image, c'est ce qu'on dit. Voilà. Hop, hop, hop. Et donc, voilà ce qu'on appelle maintenant une console, une surface de contrôle. À savoir, en fait, c'est ce qui a remplacé les consoles maintenant, en fait. Hein, voilà. Donc là, on a l'équivalent de la console avec les petits boutons. Voilà. Et donc, tout un tas donc, de commandes qu'on peut avoir ici. Commandes basiques. Hein, voilà. Je fais play. Je fais stop. Alors là, il n'y a pas de son. Hop, je vais faire en sorte qu'il y en ait. Voilà. Là, on voit la tête de lecture. Surprise émerveillée d'une telle proximité. Donc tous les petits trucs là qu'on voit, en fait, c'est des sons. Donc ça peut être du bruitage, du son in, des musiques. Et donc toute l'idée étant de mélanger tout ça pour faire en sorte donc que quand on l'entende, tout soit audible et plutôt bien audible. Après c'est merveilleux en fait, vous allez voir, hop, les petits boutons bougent tout seuls. Ça se voit bien. Voilà, donc c'est ça le travail de l'ingénieur du son, c'est de faire en sorte que les boutons bougent pour que au moment où le bruitage arrive, on baisse un petit peu la musique par exemple pour faire en sorte que qu'on entende correctement ce bruitage. Alors quand la musique arrive, en fait on la baisse petit à petit sous la voix du comédien. L'anecdote que je vais vous donner, c'est pour faire de la pub, j'allais régulièrement dans un studio quand on avait beaucoup de comédiens, on avait besoin d'une grande cabine pour avoir plein de micros. J'allais dans un studio en fait, voilà, un gros studio parisien connu, dont je tairai le nom, de toute façon il n'existe plus. Je fais ma séance et à la fin de la séance, l'ingé son résident en fait me dit mais toi tu tapotes un petit peu de la batterie, j'ai besoin de faire un casting de batterie, de batteur exactement, donc est-ce que ça t'ennuie de me faire la balance, à savoir les réglages. Donc je dis pas non, absolument pas. Donc je vais me mettre derrière la batterie. Alors la batterie se trouve toujours dans ce qu'on appelle un booth. En fait, c'est une petite salle isolée de manière à ce que le son ne se propage pas trop et de manière donc à ce qu'on puisse enregistrer la guitare à côté sans avoir le bruit de la batterie à l'intérieur. Donc je me mets derrière la batterie. On fait donc les réglages, poum poum sur la grosse caisse, paf paf sur la caisse claire. Voilà, ça dure un petit peu de temps. Quand l'ingé son a fini sa balance, il me dit écoute, tape un petit peu partout pour voir si tout va bien. Donc je lance un rythme en fait. Pendant que je fais tourner ce rythme simple, hein, basique, parce que je ne suis pas un très grand batteur, au contraire. Donc pendant que je fais tourner ce rythme, j'entends dans mon casque en fait une basse qui arrive, qui se met à l'unisson en fait. Donc je joue avec la basse. Et puis une guitare. Donc voilà, et puis l'ingé son dans le casque me dit plus de basse, moins de basse, tu l'entends bien? Non, ça va, je l'entends bien. Un petit peu plus de guitare, par contre, je l'entends pas bien. Nanana. Il me dit bon, ok, ce qui serait pas mal, c'est que vous fassiez tourner un petit truc, un petit morceau comme ça, un pro, juste très rapidement, histoire de voilà, que je finisse mes réglages. Donc, allez, on part sur un blues, poum poum pam pam, poum poum pam pam.
encore une fois, je suis un piètre batteur. Et puis pris par le jeu, en fait, puis par les conditions, hein, parce que super bon son dans le casque, super belle batterie, voilà. Je fais quelques breaks, quelques fills, alors avec pas mal qui tombent à contre-temps, enfin je me rate, je recommence, je me rate. Voilà, ça dure 10 minutes, on rigole bien avec le bassiste, le guitariste, c'est super, c'est génial, voilà. Et donc l'ingé son nous dit, bon bah c'est super, j'ai tout ce qu'il me faut, merci Léo, voilà. Et donc je sors de ma petite cabine complètement isolée, en fait, où je ne vois personne, et je rentre dans la grande cabine où il y a les autres instrumentistes et les autres musiciens. Et là, en fait, je m'aperçois qu'à la guitare, c'est Lenny Kravitz, en fait. Voilà, qui était venu pour faire donc un casting de batteur, parce qu'il avait laissé ses musiciens à cette époque-là à Vanessa Paradis qui montait sur scène, qui travaillait sur scène l'album qu'il avait fait après. Donc voilà, je me suis ridiculisé devant Lenny Kravitz pour lui prouver par A plus B que j'étais donc un piètre batteur. D'ailleurs, il m'a dit tu m'excuseras, mais je te prendrai pas comme batteur sur ma prochaine tournée. Chose que j'ai tout à fait compris, bien entendu.